On passe maintenant à Thierry pour l'aspect blocage des carrières. Si je parle comme ça, vous m'entendez bien dans le micro? Je ne sais pas s'il y a moyen de passer la présentation ou pas, qui était prévu. S'il y a moyen, c'est plus facile. C'est ici. Il faut aller à la slide 10. Voilà. Merci Cristiano. Alors, j'ai bien aimé l'introduction que Cristiano a faite en vous parlant de la mise sur pied de réelles class action. Oui, dans le sens où l'idée est évidemment d'introduire 4 types de réclamations dont on va parler aujourd'hui, 4 types qui seront ouverts à un maximum de fonctionnaires. Ce que nous ne voudrions pas, les avocats et les représentants des organisations ici autour de la table, ce que nous ne voudrions pas, c'est que vous considériez un petit peu ces réclamations ou cette class action comme le dépôt de réclamations de masse non coordonnées qui aurait pour conséquence d'évider à Luxembourg un ensemble de réclamations qui seraient sans doute mal comprises et mal traitées. Non, au contraire, qui dit class action ne dit certainement pas absence de rigueur, ne dit certainement pas tenir compte des particularités des situations des uns et des autres, et ne dit certainement pas ne pas tenir compte de vos observations, puisque l'idée, ça a été dit, de ces réunions aujourd'hui, c'est aussi de se nourrir et de s'enrichir de vos observations pour améliorer les modèles de réclamation que nos cabinets préparent, qui sont en guise d'élaboration. On a pas plus tard que mercredi, pas plus tard que lundi, donné une première réunion d'information au Parlement européen. Et bien déjà, grâce à ces réunions, nous avons amélioré nos projets de réclamation qui vous seront in fine distribués à tous, de manière à ce que vous puissiez les utiliser. Donc attention, bien entendu, nous tiendrons compte. Il ne s'agit pas de requêtes ou de recours standardisés, il s'agit de modèles sur lesquels nous nous basons pour avoir des arguments solides et dans lesquels vous pourrez intégrer vos spécificités personnelles. Nous y accordons une grande attention. Petite précision aussi avant de rentrer dans la description des deux principales réclamations ou des deux aspects dont mon cabinet s'occupera principalement. Le fait d'avoir décidé parallèlement aux recours contre le statut qui ont été exposés d'également introduire des réclamations par la voie finalement de recours individuel, même si les réclamations seront sur un même schéma, eh bien, ne nous prive pas, évidemment, et ça c'est très important, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais ne nous prive pas de poser des exceptions d'illégalité par rapport aux dispositions du statut qu'à travers les réclamations individuelles nous attaquons. Et donc le fait de passer par ce biais-là ne nous empêche pas de faire valoir que certaines dispositions, eh bien, on soulève une exception d'illégalité par rapport à votre situation personnelle. Ça aussi, il faut l'avoir à l'esprit lorsque l'on parle de ces réclamations. Et je rentre maintenant dans le vif de la matière avec la première de ces réclamations qui est relative au blocage des carrières. Alors là, vous le savez, une des modifications contestées et qui fera l'objet d'une réclamation est le point B de l'actuel annexe 1 du statut relatif à la procédure de l'article 45 du statut et à la modification de ce qu'on appelle le taux de promotion. Ça concerne particulièrement les AST 9 et les AD 12 et 13. Alors vous savez que le taux de promotion était dans le précédent statut pour les AST 9 autour de 20%. Il est ramené à 8%. Pour les AD 12 et 13, ils étaient respectivement des taux de 25 à 20% et il est ramené pour tout le monde à 15%. Le but annoncé de cette réforme étant de garder les grades supérieurs pour les administrateurs et les assistants ayant les fonctions ayant le plus de responsabilités. Alors, ici, quel est l'acte dans le cadre des réclamations que nous allons introduire? Quel est l'acte que nous allons attaquer? Ce sont les décisions de non-promotion émanant de l'AIPN. Alors là, je voudrais tout de suite lever un doute là-dessus. Nous ne pouvons pas attaquer les listes des
promouvables. Alors c'est sans doute critiquable, mais il y a une jurisprudence qui nous dit que les listes des promouvables ne constituent pas des actes faisant grief, même si ça pourrait être contesté, mais nous allons suivre cette jurisprudence pour éviter évidemment d'être confrontés directement à des rejets de nos demandes, et donc nous allons attendre qu'il y ait des décisions de non-promotion, c'est-à-dire que les listes des promus soient publiées, et là évidemment les non-promus auront un acte faisant grief qui peut être attaqué dans les 3 mois après cette publication. Quels sont les arguments juridiques à l'appui de ce recours contre ce taux multiplicateur de référence? Le premier argument, et Cristiano en a parlé, concerne la violation de l'article 10 du statut, l'absence de consultation du comité du statut sur ce point. J'attire votre attention, mais ça a été dit aussi, mais disons-le parce que vous pourriez être étonné de ne pas le voir figurer dans vos réclamations, que cette disposition ne peut concerner que les AD, dès lors que la réduction du taux de promotion des AST était prévue, a été bien entendu rejetée par les organisations représentant le personnel, mais a fait l'objet de cette procédure de concertation, donc on ne peut utiliser cet argument que par rapport aux AD. C'est notre premier argument, donc partant de la violation de l'article 10 et de la violation de la charte des droits fondamentaux, pour les raisons qui ont été extrêmement bien exposées dans le cadre du recours contre le statut. C'est le même argument qui sera évoqué en l'espèce. Le deuxième argument, toujours sur le blocage des carrières, c'est la violation du principe de l'égalité de traitement. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, avec les conséquences de cette diminution du taux de promotion, seule la procédure de promotion de l'article 29 du statut va rester ouverte pour les AD n'exerçant pas de fonction d'encadrement et pour les AST non confirmés. Il va véritablement y avoir une différence avec plus qu'une application possible de cet article 29 qui... Je ne vais pas rentrer non plus ici dans ces détails, mais vous le savez, c'est une procédure qui donne un pouvoir plus discrétionnaire à l'AIPN, c'est une procédure qui est liée à la publication d'avis de vacances, tandis que l'article 45 prévoyait une procédure qui est, je vais dire, un exercice annuel de promotion avec un aspect beaucoup plus paritaire de consultation, et donc cet aspect va être considérablement réduit, et il y a là une violation du principe d'égalité de traitement. Également prévoir que des mesures transitoires sont prévues pour les AD 12 et les AD 13 et non pour les AST 9. Alors on peut déjà critiquer l'existence de ces mesures transitoires qui ne portent pas sur des possibilités dans des situations particulières de malgré tout passer au grade supérieur. Il ne s'agit que d'adaptations salariales finalement, pour dire les choses en résumé, mais c'est ça, ce sont des adaptations salariales et rien d'autre, et en plus elles n'existent pas pour les AST. Dans le cadre de cette violation du principe d'égalité de traitement, nous évoquerons également la violation du principe de vocation à la carrière. Et enfin, troisième argument, la violation du principe de proportionnalité relatif à ça. Alors, je sais que des questions vont peut-être m'être posées, elles m'ont été posées au Parlement, donc je les anticipe sur le fait, mais pourquoi est-ce que vous n'évoquez pas le principe d'anticipation légitime, de confiance légitime? Parce qu'il n'y a pas, nous dit la jurisprudence du tribunal, de droit acquis à la promotion. Et nous estimons que cet argument, en tout cas dans un modèle de réclamation tel quel, peut-être qu'au cas par cas on pourrait l'évaluer s'il y avait des circonstances particulières, mais a priori cet argument serait rejeté, ce qui n'est pas le cas par exemple dans les réclamations dont Sébastien vous parlera tout à l'heure. Voilà pour les blocages des carrières. Deuxième réclamation qui a été confié à mon cabinet, et vous allez voir que le terme réclamation en l'occurrence n'est pas tout à fait propre, et je vous expliquerai pourquoi tout de suite, c'est la question des agents contractuels du groupe 1 et les concours internes. Ici, la disposition contestée est l'article 82, paragraphe 7 du RAA, qui en fait revient à exclure de fait ces agents contractuels du groupe de fonction 1 qui ne sont pas admis à participer à des concours internes pour les grades SC1 et SC2. Ici, nous avons
une situation particulière dès lors qu'il est sans doute un petit peu plus compliqué d'envisager directement une réclamation dès lors que l'introduction d'une réclamation susciterait la publication d'un avis de concours ou d'une décision faisant grief. Et on nous dit dans les différentes institutions qu'il n'y aura probablement pas d'organisation de concours spontanés et que nous ne pourrons donc pas contester facilement des avis de concours. Et là, nous sommes coincés quelque part en ayant des difficultés à trouver véritablement dans votre chef une décision faisant grief. Alors on a réfléchi à ce que l'on pouvait faire. Alors vous savez qu'il y a une jurisprudence qui dit que certaines décisions en termes de concours ne doivent pas spécialement faire l'objet d'une réclamation dès lors qu'elles n'émanent pas de l'AIPN, mais la jurisprudence a tranché en disant qu'un avis de concours est bien un acte qui émane de l'AIPN, donc qui doit faire l'objet d'une réclamation. Par contre, des décisions du jury ou autres pourraient faire l'objet d'un cours direct devant le tribunal. Cependant, ici, en l'espèce, nous ne sommes pas dans ces situations-là, puisque l'on est en amont de ces situations-là, et l'on est devant une catégorie d'agents qui systématiquement se retrouvent privés de l'accès à un concours interne. Et donc, en concertation avec vos représentants, ce que nous avions envisagé de faire, c'est d'utiliser l'article 90, paragraphe 1, et de demander à l'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement d'adopter une décision autorisant l'agent à participer au concours interne. Alors, je vous rassure, vos représentants n'ont pas engagé des cabinets d'avocats naïfs qui veulent sans dire qu'ils vont recevoir une belle réponse en disant bien sûr, nous allons organiser ces concours, et qui ne sont même pas naïfs au point de se dire qu'ils vont recevoir une réponse négative. Ils pensent même qu'ils ne vont pas avoir de réponse du tout. Mais le fait de ne pas avoir de réponse peut déjà consister en un acte faisant grief susceptible d'entraîner à ce moment-là le dépôt d'une réclamation sur pied de l'article 90, paragraphe 2, et d'avoir ce fameux acte faisant grief à ce moment-là. Alors, ici, sur ce point-là, donc, nous allons plutôt vous transmettre un modèle de demande à ce stade-ci. J'insiste aussi, ça a été discuté, ça fait encore l'objet de discussion, mais pourquoi pas, au-delà des demandes individuelles, à avoir également une demande des syndicats dans les différentes institutions qui adresseront une demande formelle aux autorités d'organiser les dits concours, ce qui pourrait aller de pair, évidemment, avec les démarches que nous entamons. Alors cette fameuse demande, nous allons évidemment la tourner de manière à ce qu'elle puisse rapidement se transformer en réclamation en cas d'absence de réponse ou en cas peu probable de réponse négative. Et quels sont les arguments que nous pouvons utiliser? C'est la violation de l'article 27 du statut qui prévoit que le recrutement doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétences, de rendement et d'intégrité. Et c'est la jurisprudence du tribunal, notamment dans une affaire T53-2000, qui expose que la base de recrutement doit être aussi large que possible. Le deuxième argument, c'est la violation de l'article 5, paragraphe 3 du statut, sur les conditions minimales en termes de diplôme ou de formation professionnelle. Et enfin, un troisième argument, qui est la violation de l'article 1er, quinquies du statut, relatif à l'égalité de traitement et de non-discrimination. Voilà les arguments que nous développerons dans le cadre de cette demande. Je ne sais pas si Sébastien prend le relais et qu'on répond aux questions le cas échéant après, ou... Je pense qu'étant donné que les questions vont être difficiles à gérer de tous ces liens d'affectation, si vous en êtes d'accord, je propose que les avocats présentent leur volet et par la suite on prenne toutes les questions ensemble. Comme ça on va être plus efficace. Merci Thierry pour ton exposé très clair. Sébastien. Et surtout un exposé que je tiens à souligner concerne à la fois les plus démunis et ceux qui sur papier peuvent être considérés les plus forts, parce qu'il est évident que nous sommes encore capables de constater la différence qu'il peut y avoir entre le blocage des carrières d'un collègue à D13
et le non-accès à un concours interne de la part d'un collègue agent contractuel du groupe de fonction 1. Et encore une fois, je le répète parce que c'est essentiel, nous contestons ce qui nous semble juridiquement attaquable. Et les actions que nous menons ne doivent pas constituer à vos yeux un classement de la gravité des mesures qui sont introduites dans les statuts. C'est pour moi et pour nous un élément vraiment essentiel.